Saviez-vous que vous pouvez cartographier et diagnostiquer votre réseau en un clin d'œil? Dans ce cours, nous allons découvrir les protocoles CDP et SNMP. Vous apprendrez à utiliser CDP pour détecter et recenser les équipements réseau et à configurer SNMP pour une gestion et supervision efficace des appareils. Alors êtes-vous prêt ou prête à transformer la gestion de votre réseau grâce à ces outils puissants et incontournables? CDP permet de nous aider à créer des cartographies de notre réseau. Il est important d'avoir une visu complète de son réseau pour nous simplifier la vie, que ce soit en gestion ou en dépannage. CDP s'exécute sur tous les périphériques Cisco. Il nous aide à détecter et recenser les équipements de notre réseau. C'est un protocole propriétaire Cisco qui fonctionne sur la couche liaison de données et qui est activé par défaut. Sur notre topologie, nous avons 3 routeurs, R1, R2 et R3. Admettons qu'on n'a aucune idée de l'aspect de notre réseau. On va tenter de le découvrir avec CDP. La commande show CDP Neckboard permet de voir les voisins qui sont directement connectés au routeur. Sur le routeur 1, on voit qu'il est connecté au routeur 2. On voit même que c'est un routeur 3640 ainsi que les interfaces des deux côtés. Sur le routeur 2, on s'aperçoit qu'il a deux voisins, R1 et R3. Et sur le routeur 3, son voisin est le 2. On voit bien que le lien entre le routeur 2 et le 3 est une liaison série. La commande show CDP Neckboard Detail permet de nous révéler encore plus d'informations. Par exemple, ici, on peut voir l'adresse IP et la version d'iOS. Cela peut nous être d'une grande utilité, mais c'est aussi un risque pour la sécurité. Alors par défaut, CDP est activé et s'exécute sur toutes les interfaces. Si on veut le désactiver sur une interface, on utilisera la commande nocdp enable directement sur l'interface en question. Et si on souhaite désactiver CDP sur toutes les interfaces, alors on fera un nocdp run en mode de configuration globale. Et c'est tout pour CDP. Le protocole SNMP permet aux administrateurs de gérer les équipements réseau et de diagnostiquer les problèmes très rapidement. Il fonctionne avec un serveur de supervision et des agents qui correspondent aux équipements que les administrateurs veulent superviser. Ça peut être des switches, des routeurs, firewalls, des PC ou même différents services de l'équipement. Les informations de supervision sont enregistrées dans une base de données qu'on appelle l'AMIB. Tout appareil qui est compatible SNMP peut être supervisé. On va voir comment se compose l'ensemble des éléments qui communiquent en SNMP. Un périphérique réseau, que ce soit un routeur, un switch ou un firewall, fait tourner un agent SNMP en arrière-plan qui est en fait un processus daemon qui va répondre aux requêtes du réseau. Cet agent SNMP fournit un grand nombre d'identifiants d'objets qu'on appelle les OID. Ce sont des identifiants universels qui sont représentés par une série de chiffres. Par exemple, voici l'OID d'un switch Cisco 2950 pour relever sa température. Grâce à cet OID, il sera possible de configurer des alertes en cas de dépassement d'un certain seuil de degrés qui aura été défini. Et voici un dernier exemple. Une OID peut être longue et compliquée à déchiffrer. C'est pour cette raison qu'elle est stockée dans une MIB pour qu'elle soit plus lisible pour nous les humains. L'objectif de ces OID, c'est de permettre une compatibilité avec différents logiciels de supervision. Et l'objectif du SNMP, c'est d'identifier les ressources à superviser. Le protocole SNMP est utilisé par de nombreuses applications de management pour contrôler l'état des périphériques réseau et tout ça avec une belle interface graphique, ce qui donne une meilleure visibilité. Pour sécuriser ces données, il est possible d'autoriser ou non l'accès à ces OID avec un système d'authentification SNMP. Alors on n'a pas forcément besoin d'une MIB pour utiliser SNMP ou bien pour faire des requêtes sur des périphériques réseau. Mais sans celle-ci, il sera difficile de comprendre les données que les périphériques retournent. Certaines informations sont faciles à comprendre, comme le nom de l'hôte, l'usage des disques sur un PC, ou bien l'état des ports d'un switch. Mais dans d'autres cas, une MIB peut aider beaucoup mieux la compréhension. La plupart des périphériques utilisent comme authentification le nom de communauté publique, qui n'est pas très sécurisé. SNMP peut être utilisé de deux manières différentes, soit en polling ou par des trappes.
Le polling consiste à envoyer une requête à intervalles réguliers pour obtenir une valeur particulière. Cette technique de vérification active permet à un programme ou à un script de vérifier si les données retournées sont correctes. Et les trappes consistent à faire de la vérification passive, c'est-à-dire que l'on peut configurer un périphérique réseau, comme un routeur, pour qu'il envoie une trappe SNMP lorsqu'il y a un événement particulier. Par exemple, le routeur peut envoyer une trappe lorsqu'il détecte une liaison coupée sur une de ses interfaces. Il est même possible de configurer une notification mail lorsque la trappe SNMP est envoyée. Il existe 3 versions du protocole SNMP. Pour conclure, le protocole SNMP est un outil indispensable dans un environnement réseau car il permet aux administrateurs de détecter très rapidement les problèmes. On va maintenant passer à la configuration. Dans la version 1 de SNMP, on crée d'abord une access list pour n'autoriser que notre serveur de supervision. Ici, le numéro de l'ACL est la 1. Ensuite, on lui définit sa communauté avec la commande SNMP Server Community. Dans l'exemple, la communauté porte le nom de formation. Le sigle RO qu'on voit juste après signifie lecture seule, c'est-à-dire que le serveur de supervision ne pourra qu'interroger notre équipement. Il ne pourra pas lui donner l'ordre de s'éteindre par exemple. Après le RO, on place notre numéro d'ACL. La commande SNMP Server Host permet de définir l'adresse de notre serveur de supervision. Et il ne faut pas oublier de préciser la communauté. Et pour finir, il ne reste plus qu'à activer les trappes pour que l'équipement envoie à notre serveur tout changement d'état. Pour ça, il faut lancer la commande SNMP Server Enable Traps. La version 2 de SNMP est la version la plus utilisée aujourd'hui. Il s'agit exactement de la version 2C. Les commandes sont identiques, sauf que dans la commande SNMP Server Host, on doit préciser la version 2C. Et pour finir, passons à la configuration du SNMP en V3. Ici, il faudra d'abord configurer le groupe SNMP V3. Ensuite, configurer le serveur de supervision et configurer l'identification de ce même serveur. Avec la commande SNMP Server Group, on lui spécifie une communauté qu'on nomme formation, suivie de la version 3. Ensuite, on choisit le type d'authentification parmi les 3 modèles disponibles. Vient après le mode d'accès à l'AMIB, c'est soit en lecture ou en écriture. Et le V1 Default est une fonction sans restriction, car si on le souhaite, il est possible de donner des accès en lecture ou écriture à certaines MIB. Ensuite, il faut configurer un login mot de passe dans notre serveur de supervision. Avec la commande SNMP Server User, on spécifie un nom de connexion. Ici, on a choisi le nom Centréon, suivi de la communauté formation. Ensuite, on tague bien la V3 pour avoir le choix de l'authentification, ici en MD5, et on met le mot de passe de connexion du serveur de supervision. Et il ne reste plus qu'à identifier le serveur de supervision avec la commande SNMP Server Host.